Coucou, ça fait un petit moment, je sais, mais me revoilà. Effectivement, je sais que ça fait un bon moment que je ne suis pas revenue sur YouTube. Et pour cause, en fait, comme je vous l'avais expliqué dans ma dernière vidéo, déjà au mois de novembre, j'étais pris par le concours d'écriture, le NaNoWriMo, que j'ai réussi d'ailleurs. C'était pas facile, j'ai même failli abandonner plusieurs fois, mais j'ai fini par y arriver. Ensuite, j'ai eu pas mal de travail, c'était compliqué de prendre du temps pour les vidéos. Et enfin, il y a eu les fêtes. Et là, la bonne surprise, c'est que mes voisins font des travaux. Et du coup, c'est très compliqué de trouver un créneau où il n'y a pas de bruit. Parce que les travaux se font toute la semaine et aussi le samedi. Sympa. Et commence assez tôt. Et hier soir, en plus, il y avait pas mal de bruit parce qu'il y avait des voisins qui avaient recevé de la famille. Donc ça fait aussi du bruit. Conclusion, beaucoup de bruit, peu de possibilités. C'est l'histoire de ma vie. Mais bon. Là, j'ai trouvé un petit créneau, il n'y a pas de bruit pour le moment. On va voir si ça avance. Et moi, je vais vous parler d'une affaire que je tenais à vous raconter depuis très longtemps, une affaire qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est une affaire que j'ai le plus étudiée quand je faisais de la criminologie par exemple, pour moi-même, parce que j'en avais entendu parler même avant, via des émissions telles que Faites entrer l'accusé, et plus récemment, mais je connaissais déjà l'histoire, mais j'ai vu plus récemment une autre émission qui date de quelques années quand même, qui s'appelle L'enquête de ma vie, que je vous recommande vraiment beaucoup. Il y a la version américaine et la version française maintenant, depuis 3 ans je crois. Et il y a eu les témoignages des enquêtrices qui ont dû travailler sur cette enquête, qui est une enquête vraiment très complexe et très dure. On va rentrer dans le vif du sujet. Et pour commencer, avant d'entrer dans l'horreur, on va dire, je vais vous faire un petit warning parce qu'il s'agit ici d'une affaire de réseau pédophile, la plus grosse affaire de réseau pédophile connue en France. C'est pour ça que je préfère prévenir. Dans cette histoire, vous allez entendre des choses choquantes, frustrantes, qui mettent en colère très, très clairement, horrible parce qu'on voit que je vais essayer d'éviter certains témoignages, ou en tout cas, à chaque fois que je vais donner des détails, je vais mettre un warning en précisant si vous ne voulez pas les entendre, à partir de quand vous pouvez reprendre la vidéo sans vous faire saigner les oreilles, hein, très clairement. Voilà, donc nous allons entrer dans les ténèbres de l'affaire du réseau pédophile d'Angers. On se retrouve donc tout de suite après le générique qui, lui, n'a pas changé, mais je le trouve tellement sympa. À tout de suite! Alors cette enquête, j'ai mis beaucoup de temps à savoir comment vous l'expliquer parce qu'elle est assez complexe. Au niveau de la chronologie, en tout cas, il y a plusieurs étapes avant d'arriver à l'enquête même pour découvrir qu'il y a un réseau à Angers. Parce que autour de toute cette affaire, il y a une victime en particulier et on va découvrir que chronologiquement parlant,
cette petite victime a déjà beaucoup souffert bien avant que l'enquête sur ce réseau soit révélée au grand jour. Cette petite fille, cette petite victime s'appelle Marine. Je vais tout expliquer par rapport à cette petite fille. Donc nous allons commencer par une première révélation. Tout va commencer en 1999. 1999, cette année-là, la petite Marine a 4 ans. Elle est en école maternelle et c'est une petite fille qui semble très joyeuse, qui rigole énormément avec ses camarades de classe. Je ne sais pas si on dit classe même si c'est en maternelle, en tout cas avec les autres petits-enfants qui l'entourent. Mais parfois, elle a des absences, c'est-à-dire que tout d'un coup, elle n'est plus là. L'institutrice l'a remarqué, mais bon, ce n'est pas quelque chose de si alarmant que ça pour le moment. Cependant, plus tard, elle va se rendre compte que il y a d'autres choses plus marquantes, à savoir, pendant la sieste, elle n'arrive pas à dormir et avec un autre camarade de son groupe scolaire, elle simule des actes sexuels. Et là, c'est quand même un peu plus inquiétant. Elle va l'interroger, lui poser des questions et effectivement, elle va dire que c'est normal, c'est ce qui se passe à la maison. Son papa lui fait ce genre de choses pour l'aider à s'endormir et même que sa maman prend des photos et ça fait rigoler tout le monde. On voit le côté un peu glauque là. Bon. Voilà, voilà. Donc forcément, l'institutrice fait un premier signalement aux services sociaux, ce qui est tout à fait normal et qui est une très bonne chose à faire. Parce que ça ne se fait pas à chaque fois. On l'a déjà vu dans plusieurs autres enquêtes. C'est pas toujours ce que les gens font. Donc, effectivement, les services sociaux vont faire une enquête. Les parents, pour éviter d'avoir d'autres problèmes, décident de faire changer d'école la petite Marine. Bon, c'est là que c'est pas très clair parce que ce n'est pas indiqué dans toutes les sources que j'ai trouvées. Mais gardons ça en tête. Elle est changée donc d'école, mais son comportement ne change pas. Et il y a toujours une inquiétude qui se révèle dans son attitude à l'école. Et donc, de nouveau, un signalement a été fait. Et là, une autre enquête a été portée par les services sociaux qui font appel à la police, donc à la brigade de protection des mineurs, qui vont faire une intervention, puisque cette fois-ci a été révélé le fait qu'il y aurait des photos qui pourraient servir de preuve. Sauf que quand ils font leur perquisition, il n'y a aucune preuve. Il n'y a pas de photos, il y a juste la constatation d'un appartement particulièrement sale, mais il n'y a pas le fait de vivre dans l'insalubrité, ce n'est pas quelque chose qui concerne la brigade des mineurs et ce n'est même pas du pénal. Donc l'affaire va être classée sans suite et la conclusion sera que la petite Marine a juste assisté à un acte sexuel qui a été fait entre ses parents, mais qui ne l'aurait pas intégré à cette performance sexuelle, on va dire. Donc l'affaire est classée sans suite. Voilà. Donc première frustration, est-ce que vous y êtes? Pas de souci. Après, c'est vrai que sans preuve, ça reste compliqué, surtout que la petite Marine ne dira plus rien, certainement que ses parents l'ont menacée de se taire, que sinon elle risquait d'être punie. Donc voilà, c'est un peu compliqué, je veux bien, c'est vrai. Enfin voilà, passons à la suite. C'est en 2001 que la petite Marine va retourner dans les dossiers de la brigade de protection des mineurs. Mais pas pour les mêmes raisons cette fois-ci. En fait, sa tante va dénoncer les parents de la petite Marine pour maltraitance. Une seconde enquête va être ouverte contre les parents de Marine pour savoir s'il y a réellement maltraitance.
Et quand la petite Marine va arriver dans les bureaux de la brigade de protection des mineurs pour la première fois, finalement, les enquêtrices vont découvrir une petite fille à la limite du rachitisme. Il va y avoir une intervention de la part d'un médecin légiste, car oui, les médecins légistes n'interviennent pas uniquement sur des corps, ce sont juste des médecins qui travaillent pour une enquête pénale. Conclusion, on fait appel à un médecin légiste qui pourra constater de la maltraitance ou pas. Et c'est la chef de la brigade qui s'appelle Fabienne Lopéo qui va soutenir et accompagner la petite Marine sous la demande de ce médecin légiste, qui a priori a dû comprendre qu'il y avait peut-être plus que ça et que l'enfant était tellement traumatisé qu'il était préférable qu'il y ait une femme qui l'accompagne. Et Madame Lopéo va être d'une patience incroyable. Elle va attendre que la petite Marine soit prête à accepter d'être vue nue par un médecin, quelque chose de très traumatisant après ce qu'elle a pu subir. Et cette patience que va avoir Fabienne Lopéo envers la petite Marine va être le petit coup de pouce nécessaire pour qu'elle puisse avoir le courage de témoigner et de surtout accepter d'avancer contre sa peur et sortir définitivement de l'enfer de son entourage familial. C'est ce qui va se passer. Et vous allez voir que cette petite fille, elle n'était pas du tout bien traitée par ses parents. Elle avait un frère et une sœur, mais même eux n'étaient pas aussi maltraités qu'elle. C'est-à-dire déjà, alors sa petite sœur, elle avait une chambre avec un lit. Vous allez me dire, c'est normal. Sauf que Marine, non. Elle n'avait pas de chambre, elle n'avait pas de lit, elle dormait à même le sol avec une simple couverture. Quelquefois, elle avait le droit de dormir avec sa sœur, mais la plupart du temps, elle dormait par terre. Elle était punie parfois et enfermée dans un placard dans le noir plusieurs jours. Elle était très mal nourrie et était régulièrement frappée, donc elle a eu une enfance vraiment horrible. Pourquoi elle, plus que ses frères et sœurs, on ne sait pas, on ne saura certainement jamais, seuls ses parents savent pourquoi. Peut-être parce qu'il y a eu une première enquête contre cette famille via Marine, je ne sais pas, puisque peut-être que les maltraitances ont commencé bien avant ça. On ne saura jamais. Quoi qu'il en soit, la conclusion de cette enquête, c'est que Marine et ses frères et sœurs sont placés dans un foyer et les parents perdent la garde de leurs enfants. Là, on peut se dire, c'est bon, c'est tout, elle est sortie de là, c'est parfait. Sauf que, en 2002, la grande affaire va commencer. Et cette enquête, elle va démarrer sur une petite dénonciation. Petite, bon, c'est moi qui dis ça. Mais vous allez voir que par rapport à ce que ça va engendrer, ça part de pas grand-chose quand même. En 2002, plus précisément en juillet, une dame, Margot, va demander à témoigner. En fait, elle a quelque chose à dire à la brigade de protection des mineurs, sous les conseils de son avocate, parce qu'elle avait raconté cette histoire à son avocate, qui lui a conseillé de faire une dénonciation au commissariat, pour qu'il y ait une enquête. Cette dénonciation, elle concerne son ex-conjoint, qui s'appelle Eric. Alors oui, je vous le dis tout de suite, moi j'ai que les prénoms des personnes concernées dans cette affaire, certainement pour protéger l'anonymat. Je n'aurai que des prénoms à donner, mais gardez-les bien en tête parce que beaucoup vont revenir. Donc revenons à notre histoire. Margot vient dénoncer son ex-conjoint qui s'appelle Eric, qui, lorsqu'ils étaient ensemble, parlait pendant leur rapport
sexuel, leur rapport amoureux de conjoint, ce qui est plus normal, normalement. Ça ne veut rien dire, je sais. Ce qui se passe, c'est qu'il va parler de ses fantasmes sexuels qu'il aurait envers les enfants. Il va parler surtout d'une petite fille en particulier qui s'appelle Marine. Vous voyez là. Effectivement, il aurait des fantasmes sexuels pendant ses propres actes sexuels. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est tellement tordu. En tout cas, la conclusion, c'est qu'il rêvait, il fantasmait de faire des choses à la petite Marine. Et la petite Marine, Margot, elle la connaît très bien. C'est la fille d'un couple d'amis qu'elle fréquente régulièrement. Et du coup, elle se demande si c'est réellement du fantasme ou s'il y a eu un passage à l'acte. Elle n'en sait rien, mais dans le doute et par peur, elle va quand même dénoncer cette histoire à la brigade de protection des mineurs. Et c'est encore Fabienne Lopéo qui reçoit ce témoignage. Il faut savoir que dans la brigade de protection des mineurs d'Angers, il n'y avait pas grand monde. C'est une petite brigade qui est composée de 4 personnes. Donc, des affaires comme ça, quand on est 4, ça fait beaucoup à assumer et à supporter pour seulement 4 personnes, sachant que vous allez voir plus tard, enfin je vous le dis maintenant, mais pour l'enquête qui va suivre, à un moment donné, ils vont se retrouver que 3 personnes pour un très gros dossier. Donc revenons à ce témoignage. Suite à ce qu'a dénoncé Margot, une enquête va être ouverte et concernant le fameux Eric et les parents de la petite Marine. Alors je vais ouvrir une parenthèse parce que vous allez voir que ce fameux Eric, il n'est pas vraiment inconnu de la brigade de protection des mineurs. Et pour cause. Effectivement, cet homme faisait déjà l'objet d'une enquête 5 ans auparavant pour abus sexuels sur mineurs. Et pas n'importe lesquels, il s'agissait ici d'une dizaine d'enfants qui étaient à la fois ses propres enfants et des enfants faisant partie de son entourage familial, c'est-à-dire ses nièces principalement. Donc, on parle d'inceste là. Suite à cette enquête, il a été condamné à 4 ans de prison plus une année de mise à l'épreuve. Et finalement, il n'a fait que 2 ans. On ne sait pas pourquoi. Vive la justice. Bon, là j'exagère peut-être, mais oui, non, en fait, non. Vive la justice. Bref, donc il est relâché en 99. C'est un homme libre. Et c'était peut-être pas une bonne idée. Parce que, effectivement, après cette enquête, il va être révélé que ce n'était pas que du fantasme. Et des choses bien plus graves encore vont monter à la surface. Et ça va commencer aussi par le témoignage des parents. Donc les parents de la petite Marine vont être interrogés à leur tour. Et bien que le père, Franck, ne dira jamais rien, c'est sa femme Patricia qui sera un peu plus bavarde. Au début, elle ne dira rien, mais la pression fait que, à un moment donné, elle va donner une liste de noms. Une liste de noms d'enfants. Car elle va expliquer que, effectivement, ses enfants, comme la petite Marine, a bien été violée par Eric, mais aussi d'autres enfants font partie des victimes. Et elle donnera une première liste de quelques enfants en expliquant que, effectivement, ces enfants-là aussi sont victimes de ce fameux Eric. Et elle va expliquer que elle recevait Eric et d'autres personnes chez elle, que ces personnes donnaient de l'argent en échange de relations avec des enfants. Je crois qu'elle donne une liste de 8 à 16 enfants à ce moment-là.
Donc déjà, c'est énorme. Elle expliquera que ses enfants, ce sont les gens de son entourage. Donc ses enfants, ses neveux, nièces, si elle en a, et surtout des enfants qu'on lui confiait. C'est-à-dire qu'elle récupérait des enfants à l'école parce que les parents l'avaient confié, et en fait, ils se retrouvaient donc vendus, très clairement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils étaient vendus par Franck et Patricia à des personnes comme Eric. Voilà. Donc, on voit quand même que ça commence pas très bien. Déjà, je vais vous expliquer un peu le contexte, plutôt l'environnement. Là où vivent les parents de Marine, donc Patricia et Franck, c'est un HLM. Mais un HLM qui se retrouve dans une zone qu'on appelle le quart monde. C'est une expression qui date un peu, qui est à la base pour dénoncer une classe sociale qui vivait dans une pauvreté extrême. Et là, cette expression s'est un peu développée, c'est toujours pour désigner une population qui vit dans une pauvreté extrême, mais là, en plus, ce n'est plus qu'une pauvreté financière, c'est aussi malheureusement une pauvreté éducative. C'est-à-dire que c'était des personnes qui, par exemple, restant tellement entre eux, ne s'informant pas sur le monde extérieur, pour des raisons qui sont multiples, sociales certainement, principalement, financières aussi, mais cette bulle fait que le monde extérieur, ils ne savent pas ce qui s'y passe. Par exemple, ils ne connaissaient pas le président de la République, ils ne savaient pas ce qui pouvait se passer dans le monde, ça ne les concernait pas. C'est vrai que vivant eux-mêmes dans une pauvreté extrême, ayant leurs propres problèmes, le reste du monde, ça ne les intéresse pas. Je peux comprendre. Et il y avait aussi une pauvreté d'éducation, donc du langage. Il y a pas mal de choses qu'ils ne comprenaient pas. Et c'est plutôt triste en fait, parce que c'est pas quelque chose qu'on souhaite à qui que ce soit. Et c'est cet enfermement et le fait de ne pas avoir accès à une certaine éducation, à ne pas avoir accès à beaucoup de choses, qui a certainement rendu possible ce que vous allez entendre par la suite. Même ce qu'on sait déjà en fait. Tout ça, c'est une situation et un environnement social tellement toxique que rien n'a réussi à les aider. C'est parce que ces personnes-là, c'était des personnes qui étaient suivies par les services sociaux. Toutes les personnes qui vont être nommées et qui vont concerner cette enquête, on va se rendre compte que toutes ces personnes étaient suivies par les services sociaux. Et c'est quand même dans ces moments-là qu'on se rend compte que les services sociaux n'ont pas vraiment de pouvoir finalement. Parce que combien de fois on entend dans des affaires d'inceste ou de pédophilie que les personnes suspectées sont des personnes suivies par les services sociaux. Il y a un manque de moyens tel que on ne peut plus rien faire. Il y a des victimes qui n'en sortiront pas parce que les services sociaux ne sont pas compétents réellement pour aider certaines victimes. Il y a manque de moyens, manque de personnel, manque de formation, et ce problème est tellement grave que on peut plus résoudre on peut pas résoudre la pédocriminalité en partie à cause de ce genre de choses. Et moi, ça me ronge vraiment. Et c'est pas que les services sociaux, c'est comme on l'a vu, la brigade de protection des mineurs, ils sont que 4. Comment voulez-vous gérer à 4 tous les malheurs
qui concerne les petites victimes, en fait. C'est trop... c'est pas assez mis en avant. C'est aussi pour ça que je vous avais parlé du film de Karl Zero, qui dénonce beaucoup ça. C'est pas assez mis en avant, on donne pas assez de moyens pour lutter contre la pédocriminalité, et c'est des affaires comme ça qui le démontrent. C'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. Fermez la parenthèse, mon petit coup de gueule est passé. Donc retour sur l'affaire. Donc l'enquête avance, je dirais pas lentement, mais vu l'ampleur de ce qui se passe, c'est beaucoup de travail et très peu de personnes qui sont dessus. Parce que c'est pas de tout d'avoir des témoignages faux, des preuves. Et ça prend du temps de monter un dossier qui soit assez solide pour passer en procès. Et ce qu'il faut se souvenir aussi, c'est que l'affaire d'Angers qui débute là, c'est pas longtemps après l'affaire Outreau. L'affaire Outreau, je ferai une vidéo plus tard, c'est une affaire qui est connue par rapport à son désastre sur son procès. Il y a effectivement, c'est une affaire de pédocriminalité aussi et d'inceste. Il y a de réelles victimes, mais ça a été fait d'une telle façon que le procès a été une sacrée mascarade. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été accusées. Seules 4 ont été réellement en prison, les autres ont été reconnues innocentes. Et cette affaire a été un réel fiasco. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré que la parole de l'enfant, puisque ce sont les enfants victimes dans cette affaire qui auraient donné les noms des autres personnes, qui ont été accusées à tort, mais à partir de là, on a considéré que la parole de l'enfant n'avait plus de valeur. Sachant que, malgré tout, ces enfants ont réellement été victimes de pédophilie et d'inceste, que c'est une affaire particulièrement floue, et qu'on a complètement oublié que ces enfants étaient des victimes, qui avaient subi quelque chose de particulièrement horrible. Mais après cette affaire, en tout cas, l'affaire Outreau, ça a complètement dénigré la parole de l'enfant. Donc, il ne fallait pas se planter sur l'enquête d'une ampleur de l'affaire d'Angers. Parce que là, on se retrouve pour l'instant avec 16 enfants qui font partie d'une liste de victimes. Et pour le moment, il n'y avait que 8 personnes dénoncées. 8 prédateurs dénoncés. C'est déjà pas mal. Donc on voit que c'est quand même une affaire qui a une ampleur énorme et que ce n'est pas juste un cas isolé dans une famille. Ça concerne des gens extérieurs à cette famille de Franck et Patricia. Ensuite, donc l'enquête avance. Il va y avoir des perquisitions de fait, il va y avoir des dénonciations et on va aussi commencer à interroger les enfants. Déjà les premiers enfants de la liste, dont la petite Marine. Mais pour être très représentatif de ce qu'on peut entendre, je vais juste parler de celui de Marine, puisque c'est le pilier de cette enquête et le pilier de mon histoire que je vous raconte là. Je le raconte à partir de ce personnage. La petite Marine donc va revenir dans les bureaux de la brigade. Il y a de nouveau... mais il y a aussi sa collègue Catherine Mercier et une autre personne dont je retrouverai le nom. Donc Marine va avoir beaucoup de mal à témoigner parce qu'elle a peur de dénoncer. On lui a interdit de le faire. Elle va rester muette, ce qu'on peut comprendre parce qu'elle doit avoir 6 ans maintenant. Elle a entre 5 et 6 ans et à cet âge-là, on est assez grand pour savoir ce qui est bien et mal. Selon les critères qu'on nous a donnés, donc les critères qu'on lui a donnés, c'est ceux de ses parents. Ses parents, les critères du bien et du mal, c'est pas c'est mal d'avoir des rapports sexuels avec son entourage, même à son âge. Par contre, c'est mal de dénoncer.
C'est mal de dire du mal de ses parents, et c'est mal de dire un secret qui a été confié. Et or, on lui a dit que c'était secret. Donc elle ne va rien dire. Mais à la place, on va lui dire que si elle ne veut rien dire, si elle ne peut rien dire, elle peut écrire ou dessiner. Et c'est ce qu'elle va faire. Parce que ce procédé va la rassurer. Elle se dira que si elle ne parle pas, elle ne dénonce pas. Donc elle va donner des noms, elle va dessiner ce qu'elle a subi, et ça va contribuer à faire avancer les choses et à dénoncer ce qui se passe par la suite. Et c'est là que je vais peut-être commencer à rentrer dans le détail. Donc, ceux qui ne veulent pas savoir, je vais vous marquer en dessous à partir de quel moment vous pouvez reprendre la vidéo pour pouvoir suivre l'affaire sans vous faire du mal. Et pour les plus courageux, ou plutôt ceux qui ont l'estomac le plus renforcé, on va passer dans le détail. Il y a la petite Marine qui va expliquer, en fait, qu'il y a des enfants qui sont amenés chez les parents de Marine dans leur appartement, que les accompagnateurs attendent dans le salon, qu'ils prennent le café, qu'ils prennent l'apéritif, qu'ils prennent des petits gâteaux, qui donnent de l'argent qui est conservé dans une petite boîte en métal et qui renferme les petites sommes, parce qu'il faut bien comprendre que vu le niveau de vie de tous est tellement bas que en fait ces enfants, en vrai, ils vont être achetés pour très peu d'argent. En fait. C'est révoltant, quoi. Et c'est à tel point que parfois les gens vont payer avec des denrées alimentaires parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est-à-dire qu'ils vont payer le fait d'avoir des relations avec des enfants, avec des boîtes de conserve, quoi. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, mais ça veut dire la vie et la vie, le traumatisme, l'innocence de ces enfants, elle vaut que dalle. Ça vaut rien. Et donc voilà, il y a ce groupe de personnes qui ne sont que des accompagnateurs qui attendent dans le salon pendant que les enfants sont dans la chambre avec les prédateurs, que les enfants crient, qu'ils demandent de l'aide, qu'ils appellent leurs parents. Parce que oui, dans les accompagnateurs, beaucoup sont les parents des enfants, mais les parents ne bougent pas. Ils continuent à discuter entre eux, rigoler, pendant que leurs enfants se font violer à côté. J'ai pas envie de vous dire imaginez la scène, et si vous l'avez fait, je suis vraiment désolée pour vous. Moi aussi, j'ai pas pu empêcher mon cerveau de l'imaginer, et c'est une scène horrible qui se dessine. On a envie d'enlever ces images de la tête. Donc ça, c'est un premier mode opératoire, on va dire, une première façon de faire, et il y en a eu d'autres. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, l'enquête va amener à découvrir que ces enfants, une partie de ces enfants étaient aussi amenés dans ce qu'on appelle les jardins. Je ne sais pas si vous connaissez ça, il y a des jardins qui sont mis à disposition des certains habitants pour qu'ils puissent cultiver un potager et réduire leurs coûts en ayant leurs propres légumes. Et ben dans ces jardins offerts par la commune, il y a des petites cabanes pour ranger les outils. Et ben là-bas, on ne rangeait pas les outils, on rangeait le nécessaire pour violer des enfants, à savoir un matelas, et qu'on mettait par terre dehors. Les enfants, dont la petite Marine va témoigner qu'elle était maintenue par son père, son grand-père, et que pendant qu'elle était maintenue, elle était violée par d'autres hommes. Il faut savoir que la petite Marine a été violée pendant plusieurs années par environ 34 hommes et femmes, parce qu'il y avait aussi des femmes. Alors,
je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'une petite fille de cet âge puisse subir autant de la part de autant de personnes. C'est clairement une enfant martyre dans cette affaire. D'ailleurs, elle est reconnue comme une enfant martyre dans cette affaire. On voit bien à quel point cette histoire est vraiment sordide. D'ailleurs, qui dit histoire sordide dit intérêt des médias. Et c'est là que ça va se compliquer dans notre enquête. C'est-à-dire que les médias vont avoir vent de cette histoire et bien entendu, ils vont en parler en masse. Cette histoire, elle va faire la une des journaux, elle va passer au journal du 20h. On va parler d'enfants vendus dans des HLM. On parle déjà à ce moment-là de 45 enfants victimes. Oui, vous avez bien entendu, il y a eu 45 enfants victimes retrouvés et d'une quinzaine de prédateurs accusés. À ce moment-là, l'enquête est encore en cours. Et les détails que vont donner les médias vont vous horrifier aussi, je pense, c'est-à-dire que on parle de victimes de 6 mois à 12 ans. Il y a eu des enfants qui n'étaient que des bébés dans les victimes. On est bien là. L'horreur a atteint ses limites, on ne sait pas. Donc forcément, le public est au courant de ces ignominies, mais il n'y a pas que le public. Il y a aussi les personnes concernées directement par cette affaire, c'est-à-dire les autres prédateurs qui n'ont pas encore été interpellés. Et à cause de ça, à cause de l'intervention médiatique d'une grande ampleur, plusieurs preuves vont être malheureusement détruites. Parce qu'il faut bien comprendre que cette enquête va durer 2 ans et demi. C'est le temps nécessaire pour rassembler les preuves, inculper les prédateurs et rassembler tous les témoignages et trouver toutes les victimes. Ça prend beaucoup de temps. Il y a, comme on l'a dit auparavant, une équipe réduite à 3 personnes. C'est énormément de travail, c'est énormément d'heures, ce sont des nuits blanches, ce sont des heures sup. C'est du travail et du temps qui va être mangé, entre guillemets, en parallèle par des médias qui vont parler trop, qui vont balancer des informations qui vont entraver clairement l'enquête parce que les vidéos et les photos ne seront jamais retrouvées. Et ce sont des éléments très importants, ce sont des preuves irréfutables, sauf qu'on ne les retrouvera jamais. Ça aura été détruit par les personnes qui n'ont pas encore été interpellées. Et à la fin de l'enquête, on découvrira qu'il y a quand même 66 prédateurs. 66 hommes et femmes concernés dans cette enquête. Et sachez qu'il n'y a pas tout le monde. C'est-à-dire que les différents témoignages, à la fois des enfants victimes, mais aussi des prédateurs et des témoignages de l'enquête de voisinage, va démontrer que parmi ces personnes qui faisaient partie de ce quartier, qui faisaient partie de ce qu'on a dit tout à l'heure, le quart monde, il y avait des personnes aisées. Ces personnes, elles étaient identifiables parce qu'elles se déplaçaient dans des voitures de luxe, qu'elles étaient cagoulées, qu'on ne pouvait pas identifier leur visage, qu'elles avaient des vêtements qui avaient une valeur monétaire importante et qui donnaient des sommes d'argent beaucoup plus importantes que les autres. Car les autres, on l'a dit, ne donnaient que très peu d'argent, même parfois des denrées alimentaires pour payer les enfants. Et là, on arrivait à des sommes quand même importantes, en tout cas des sommes qui ne correspondent pas au niveau de vie de tous les autres prédateurs. Malheureusement,
ces personnes ne seront jamais identifiées. Il n'y a, à part leur niveau social, rien ne permet de savoir qui sont ces personnes. Ce sont des personnes qui ne seront jamais inquiétées par la justice. C'est la loi du plus fort, comme on dit. Il y en a qui ont plus de facilité à se cacher que d'autres. L'argent fait beaucoup de choses quand même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un réseau qui est bien organisé. Puisque il faut savoir que pour chaque séance, entre guillemets, qui ont lieu quand même tous les week-ends et en soirée certains jours de la semaine, ce qui est beaucoup, c'est très productif comme affaire, on va dire, il y avait un videur, quelqu'un qui était au niveau de l'entrée et qui faisait le tri entre ceux qui avaient le droit de venir abuser d'enfants et ceux qui n'y avaient pas le droit. C'était plutôt se faire le tri entre ceux qui faisaient partie du réseau et ceux qui n'en faisaient pas partie. Donc on parle bien quand même de réseau pédocriminel. Assez organisé quand même. Malgré le fait qu'on est dans ce qu'on appelle le quart-monde. Donc malgré tout, ça montre bien qu'il n'y avait pas que les gens du quartier qui étaient des clients, puisque c'était de la prostitution infantile, hein, bon, disons les mots, mais il y avait aussi les VIP qu'on n'a jamais pu retrouver. Et parlons de ces prédateurs, il faut comprendre que c'est un cas particulier, parce que nous avons ici 66 prédateurs reconnus et retrouvés dans un même lieu. C'est très peu probable en vrai. On ne peut pas avoir autant de pédocriminels à un seul endroit. C'est très peu probable. Et alors on peut se poser la question, comment c'est possible d'avoir autant de prédateurs sexuels infantiles au même endroit? Eh bien, l'effet de groupe. Voilà, je vais expliquer, hein, bien entendu, mais c'est l'effet de groupe qui a donné l'ampleur de ce réseau. C'est-à-dire que vous avez plusieurs profils de pédocriminels. Vous avez le noyau dur, c'est-à-dire ce sont les pédophiles innés qui ont des antécédents la plupart du temps, comme le profil de Eric. Lui, il fait partie clairement du noyau dur. C'est un multirécidiviste qui, en plus, lui, s'en prend aussi bien à ses propres enfants qu'aux enfants des autres. C'est un pur pédocriminel. Il y avait ce noyau dur, il y en avait d'autres, 4 principaux, mais autour de ça, vous avez les pédocriminels secondaires. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, s'il n'avait pas eu l'influence de ce noyau dur, s'il n'y avait pas eu la mise en place de ce réseau, n'auraient certainement jamais eu cette tendance pédocriminelle. Et en fait, c'est l'influence du groupe, l'influence de l'opportunité aussi, qui a transformé ces personnes lambda, entre guillemets, comme en profil de pédocriminel. Qu'est-ce qui a poussé ces gens à tomber dans la pédocriminalité? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, c'est un environnement hautement toxique. C'est le quart-monde, il y a très peu d'éducation, très peu de moyens, il y a un niveau social très bas, les gens restent entre eux, c'est très important ça, c'est que les gens restent réellement entre eux, le reste du monde ne les touche pas vraiment, et il y a ce côté où ce qui reste, quand c'est une bulle vraiment très fermée, on a l'impression que les règles et les lois extérieures n'ont pas lieu d'être dans cette bulle. C'est pour ça aussi que les normes ne sont absolument pas les mêmes que pour, on va dire, le commun des mortels.
C'est pour ça qu'aussi que c'est plus facile de dériver dans une perversité illégale. Et donc ces personnes, ces pédophiles secondaires, pardon, ça me gratte le nez, se sont laissés entraîner par le noyau dur parce qu'ils avaient une forte frustration sexuelle dans leur propre couple avec des adultes. Donc ils se sont tournés vers les enfants. Et il y a aussi ceux qui se sentaient trop seuls et qui ne supportaient plus cette forme de solitude permanente et handicapante pour avoir une vie sociale, et qui se sont laissés plus facilement entraîner aussi par ce noyau dur. Donc on voit que plusieurs facteurs font créer des déviances, ce qui ne sont pas forcément innés. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention à la force de l'effet de groupe. L'effet de groupe, ça crée des criminels autres que des criminels sexuels. Il y a effectivement, donc là on l'a vu dans la pédocriminalité, mais vous avez aussi l'effet de groupe pour tout ce qui est agression sexuelle, même sur adultes. Vous avez l'effet de groupe sur tout ce qui peut être tout simplement le meurtre. L'effet de groupe le plus connu et le plus commun reste les agressions, les vols, les bagarres, tout ce qui a rapport avec la violence. Pour beaucoup, ça reste un effet de groupe. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui se sont laissées influencer par un groupe d'autres personnes, mais que de façon isolée, ce comportement violent n'existe même pas. Donc c'est aussi pour ça que la plupart du temps, les parents se méfient des amis que fréquentent leurs enfants, parce que l'effet de groupe agit très tôt, souvent dans l'adolescence, et que ça a parfois de très lourdes conséquences. Donc l'effet de groupe à bien surveiller. Le procès, il s'est déroulé donc 2 ans et demi après le temps de l'enquête, en 2005. Il y a un procès qui a une configuration assez particulière, car il y a beaucoup trop d'accusés, 66. Il n'y a pas de salle de tribunal qui soit adaptée à un tel nombre d'accusés. Donc la configuration est très particulière. Les accusés vont être dans la salle, là où habituellement se trouvent ceux qui assistent techniquement au procès en tant qu'observateurs. Donc ça a une configuration très particulière, à l'instar du procès Outreau, où il y avait tellement d'accusés que les accusés étaient eux-mêmes sur les bancs des observateurs, et les enfants étaient dans le box des accusés. Là, c'était du grand n'importe quoi. Bon, revenons à notre affaire d'Angers. Là, il n'y a pas d'enfants dans le box des accusés. Déjà, de toute façon, eux-mêmes sont trop nombreux, 45 victimes. Mais en vue de l'âge et du fiasco de l'affaire Outreau et du traumatisme important de ces victimes, aucun enfant ne va témoigner directement. En fait, les témoignages des enfants auront été filmés auparavant et seront présentés durant le procès sous forme de vidéo. Et à mon avis, vu l'ampleur de ces témoignages et la cruauté des faits, ça a dû être très dur à entendre de la part du juge et des jurés. Même des avocats de la défense, de toutes les personnes présentes, ça a dû être très complexe à entendre. Et surtout pour une autre raison, qui est que, comme dit précédemment, ce sont des personnes qui vivaient dans un milieu fermé du quart-monde, ce qui veut dire qu'il y a un manque de vocabulaire qui rend les choses beaucoup plus crues.
C'est-à-dire que il faut s'imaginer que, par exemple, pour décrire les actes d'agression sexuelle qui ont été perpétrés par les adultes sur des enfants, on ne parle pas de pénis, on ne parle pas de pénétration, on ne parle pas de sodomie, parce que ce sont des mots que les accusés ne connaissent tout simplement pas. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un pénis. Donc ils vont dire le B, enfin, je pense que je ne suis pas censée dire ça sur Internet, donc sur YouTube, sinon, bon, ils vont dire bide, quoi, en gros. Je ne vais pas m'étaler pour pas me faire censurer, mais voilà, c'est dire des choses crues avec des mots crus. Donc, à entendre, c'est très dur, sachant que ce procès va durer quand même 5 mois. 5 mois de détails sordides expliqués de façon ignoble. Et donc, à l'issue de ces 5 mois, vous avez les jurés qui doivent faire un délibéré qui va se faire sur 9 jours. Ils vont délibérer 9 jours parce qu'il faut se rendre compte que même si c'est assez simple de savoir que les personnes sont réellement coupables, c'est quand même 66 personnes à juger. C'est très long. C'est très long, c'est fastidieux et c'est dur à entendre et à revoir tous les éléments de l'enquête. Donc à l'issue de ces 9 jours de délibération, voici les résultats. Alors, pour la plupart des personnes faisant partie des prédateurs du noyau dur, dont notamment Eric, et 3 autres personnes qui sont des récidivistes, ils ont obtenu la plus lourde peine, à savoir 28 ans. Les parents de Marine, Franck, 18 ans, et Patricia, 16 ans. Je n'ai pas le détail de toutes les peines, donc je vais faire un global, c'est-à-dire que en gros, ça représente 517 années de prison quand on accumule toutes les peines. Vous avez donc les hommes ont des peines qui vont de 28 ans à 15 ans et les femmes qui sont le plus lourdement impliquées auront des peines allant jusqu'à 8 ans. Il faut savoir que sur les 66 accusés, il y a 39 hommes et 27 femmes. Cela peut paraître incroyable qu'il y ait autant de femmes dans une affaire de pédocriminalité. Mais dans ces femmes accusées, il y a celles qui sont responsables, à savoir d'avoir accompagné les enfants, d'avoir vendu leurs enfants ou ceux des autres. Mais il y a aussi des vraies femmes pédocriminelles, prédatrices. Parce qu'on n'y pense pas assez souvent, on a du mal à l'accepter, mais il y a aussi des femmes pédocriminelles comme il y a des femmes incestueuses. Donc voilà où on en est au premier procès. Seulement en 2017, 12 de ces accusés ont décidé de faire appel. Parmi ces 12 personnes, ce ne sont que des hommes. Vous avez le fameux Eric et un certain Didier qui fait partie de ceux qui ont une peine assez lourde parce qu'il est lui-même un récidiviste. Donc durant ce procès, certaines des victimes sont devenues des personnes majeures, dont une certaine Sabine, qui va décider de témoigner directement au procès. Et cette résolution va quand même changer la donne, puisque lorsqu'elle va faire face à ses bourreaux, à ses anciens bourreaux, certains vont changer leur façon de voir les choses. Par exemple, le fameux Didier faisait partie de ces personnes qui niaient les accusations qu'il y avait contre lui. Cependant, quand la juge a fait appel à sa compassion en comparant ses victimes à ses propres filles, car il faut savoir que Didier est un père de famille, mais qui n'a jamais touché à ses propres filles. Et quand le juge a fait un parallèle entre ses victimes et ses filles, cela a touché la
corde sensible de Didier, qui est effectivement un pédocriminel, mais qui n'est pas un père incestueux. Car il faut bien faire la différence. Tout pédocriminel n'est pas forcément un père incestueux ou une mère incestueuse. Ce sont deux choses différentes. Il arrive que ce soit les deux, comme par exemple Franck, qui s'en prenait assez bien à ses enfants que aux autres enfants. Mais il y en a qui font une vraie différence, qui peuvent être des parents incestueux et ne toucheront jamais à des enfants hors de leur famille, ou au contraire, s'en prendront des enfants en dehors de leur cercle familial, mais ne toucheront jamais à leurs propres enfants. C'est donc le cas de Didier, et cette comparaison l'a fait craquer, et il a avoué être réellement coupable. De la même façon, le témoignage de Sabine, qui confronte directement Éric, va lui faire changer sa défense, qui jusqu'alors était de nier les faits. Il a toujours nié avoir agressé sexuellement autant de victimes. Sauf que là, se trouvant face à une de ses anciennes victimes, qui aujourd'hui a eu le courage de le confronter, chose qui n'a jamais été faite, puisque jusqu'alors, même quand il avait été inculpé la première fois, ce ne sont pas concrètement les enfants qui l'ont confronté directement. C'est la première fois qu'il se trouve confronté à une de ses victimes. Et cette différence va faire basculer le procès en appel, puisque Éric va se mettre à pleurer et à vouloir présenter ses excuses à Sabine. Il s'excuse devant sa victime. Et on voit là que finalement, c'est quelqu'un qui a un profil de personne dominante quand il s'en prend à des personnes plus faibles que lui, mais il s'avère que quand quand d'autres personnes le confrontent et ne sont plus des victimes ni faibles face à lui, il est désemparé. Et c'est d'ailleurs après cette intervention de Sabine que les jours qui ont suivi ont fait la différence. Effectivement, les jours suivants, d'autres témoins, victimes, devaient se présenter à la barre, notamment Marine. Sauf que avant leur intervention, Éric décida de présenter une lettre d'excuse à toutes ses victimes, et principalement face à Marine, qui était la victime la plus meurtrie de tout le groupe de victimes. Donc, finalement, suite à ces témoignages, l'appel s'est résolu par aucune réduction de peine, et bien au contraire, suite à certaines révélations, certains ont eu des peines légèrement plus lourdes. Voilà, on pourrait conclure l'affaire ici, seulement ce serait trop facile. Alors, je vais vous donner quelques indications supplémentaires, à savoir que ça ne s'arrête pas là. Effectivement, en 2017, le fameux Didier et son frère Philippe ont bénéficié d'une remise de peine et ont été libérés plus tôt que prévu. Cependant, dès le début de 2018, à peine un an après leur libération, on retrouve ces deux hommes confrontés à de nouvelles accusations. Effectivement, la nouvelle compagne de Philippe l'accuse d'avoir agressé sexuellement son fils de 4 ans. Et l'enquête va révéler que c'est effectivement le cas. Donc Philippe va être accusé d'agression sexuelle sur mineur de 4 ans, et Didier de non-assistance à personne en danger parce qu'il était présent et qu'il a laissé faire. Suite à cette enquête, il y aura un procès qui va se conclure par 10 ans de prison pour Philippe, 36 mois de prison pour Didier pour non-assistance à personne en danger et non-dénonciation. Et enfin, la mère de famille, car effectivement, la mère, même si elle a porté plainte, a été reconnue responsable de ne pas avoir protégé son fils, car effectivement, cette femme était au courant du passé judiciaire de Philippe et Didier, et elle a malgré tout accueilli un prédateur sexuel pédocriminel dans sa maison,
sachant qu'elle avait un enfant de 4 ans. Donc cette mère de famille a écopé de 8 mois de prison. Voilà, cette fois-ci, on peut conclure cette histoire. Une histoire certainement très sordide. C'est bien pour ça qu'elle m'a marqué énormément. Si j'ai voulu faire ma rentrée avec une histoire aussi marquante et violente, c'est pas par hasard, c'est parce que d'une part, je voulais rappeler le film de 1501/5 que je vous avais déjà recommandé, qui rappelle vraiment le problème et le phénomène du tabou de la pédocriminalité en France, mais partout dans le monde, particulièrement en France par contre. Parce que l'on découvre qu'il est particulièrement difficile de révéler au grand jour les affaires de pédocriminalité et d'inceste, parce que c'est quelque chose de très tabou. Les gens ont du mal encore à accepter que ça puisse exister, et surtout autour d'eux, on a toujours l'impression que c'est loin, mais pas toujours. Et malheureusement, il s'avère souvent que c'était pas si loin de chez nous quand on apprend par hasard qu'il y a eu des enfants victimes d'inceste ou de pédocriminalité. Les prédateurs sont partout. Et ils sont aussi bien dans les classes sociales très moyennes, très basses, comme on a pu le voir dans cette affaire, mais aussi dans les classes sociales aisées. Aucune classe sociale n'est épargnée. Peut-être simplement que les classes sociales aisées les prédateurs seront plus facilement protégés et auront moins de problèmes face à la justice. Voilà. Mais de façon sociale, de façon légale et pénale, il est très très difficile d'aller au bout d'une affaire de pédocriminalité. Il faut que cela change, et pour que cela change, il faut que les gens prennent conscience que cela existe, que cela est grave, qu'on ne doit pas laisser traîner quelque chose comme ça, qu'un traumatisme, c'est toute une vie, que les souvenirs traumatiques peuvent se révéler très tardivement, et que être victime une fois, c'est être victime toute sa vie. Même si on surmonte et qu'on dépasse ce statut de victime, le traumatisme restera. Et en parlant de ça, il faut savoir que la petite Marine, aujourd'hui, est une femme beaucoup plus épanouie, qui a dépassé son statut de victime, pas forcément le traumatisme, mais son statut de victime, ce qui est quelque chose de différent. C'est-à-dire que très tôt, elle a décidé que ce ne serait plus une victime, qu'elle devait dépasser ça pour pouvoir survivre et vivre. Parce que aujourd'hui, elle est mère de famille, et grâce à son mental fort et à son courage surtout, c'est une mère qui a compris que être parent, c'est protéger ses enfants. Et avec un passé comme elle a eu, c'est quelque chose d'extraordinaire d'y être parvenue. Et je trouve cette femme vraiment formidable. Ce sont des personnes comme ça qui donnent le courage aux autres victimes et qui leur permet de croire qu'il y a de l'espoir. Et que malgré les traumatismes, malgré la violence subie, il est possible d'avoir une autre vie et de s'en sortir. Certes, c'est souvent pas seul. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à aider les victimes pour qu'elles dépassent leur statut de victime. Voilà, je vais conclure cette vidéo sur ce témoignage. Et c'est la petite bonne note de fin, de se dire que heureusement aujourd'hui Marine s'en sort bien. Elle a toujours des difficultés, par exemple à rester seule dans le noir, à rester enfermée. Ce sont des traumatismes difficiles à dépasser, on ne peut pas complètement éliminer un traumatisme, mais elle a survécu à quelque chose de terrible et elle s'en sort très bien. Il y a d'autres personnes qui s'en sortent très bien, mais il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Et il faut penser aussi à ces gens-là qui peuvent malheureusement basculer
de statut de victime devenir prédateur, ou alors encore abréger leur souffrance en mettant fin à leur vie prématurément. Donc, n'ayez pas peur d'aller vers ces personnes-là et d'essayer de les aider. Et n'ayez pas peur de dénoncer des personnes qui sont des prédateurs dangereux, si vous en avez conscience. Voilà, on se quitte sur ces derniers mots et je vous dis à une prochaine vidéo avec quelque chose de un peu plus léger. De toute façon, peut-on faire pire que ça? Oui, on peut faire pire, toujours. Mais je vous promets que la prochaine sera plus légère que ça. Allez, ciao!